Dans un espace sombre et oppressant, une voix s'écrie que tout cela n'est qu'un malentendu. La voix explique frénétiquement qu'ils ne sont allés à la chambre à coucher que pour saluer Sa Majesté, tandis que des mains secouent désespérément les barreaux de métal. Une jeune femme aux longs cheveux noirs et aux yeux rouges, piégée derrière les barreaux, insiste en larmes qu'elle n'a jamais posé les mains sur l'empereur. Seule dans sa cellule, la femme aux cheveux noirs s'affaisse contre les barreaux dans un désespoir silencieux. C'est tout qui a ? Submergée par la peur, elle se demande ce qu'elle doit faire, n'ayant jamais imaginé une telle situation. Un souvenir inonde son esprit tandis qu'elle crie à sa sœur, lui demandant conseil en ce moment terrifiant. Dans un flashback vers une grande salle du trône, une voix autoritaire ordonne aux émissaires des nations vaincues de se lever. Un fonctionnaire déclare que leurs crimes seront payés par des tribus de chaque nation. Une main impériale se tend, tandis qu'une demande est faite au saint royaume de Luella. La scène se déplace vers un majestueux château, tandis qu'une voix rugit qu'une telle humiliation est intolérable. La scène est identifiée comme le saint royaume de Luella. Au sein de la cour luellane, les nobles sont en moi, qualifiant la demande d'offrir leur princesse d'insulte. Un fonctionnaire tient un parchemin, tandis qu'un autre insiste qu'un tribut monétaire serait bien plus acceptable. Une femme tenant un éventail appelle au calme, faisant taire le débat enflammé. Une femme aux cheveux noirs et aux yeux rouges, assise solennellement, annonce que, pour le moment, elle va se conformer à la demande de l'Empire. Un sourire confiant sur son visage, tandis que la cour crie « Princesse Rosa ». Sous le choc, Rosa explique à Ririne stupéfaite qu'elle a reçu une autre révélation divine, incitant Ririne à demander ce que cela signifie. Rosa confirme que bien que cela semble déraisonnable, cette décision changera considérablement l'avenir du royaume. La cour, entendant cela, accepte de placer sa foi en la princesse. Une narration explique que la princesse Rosa, également appelée Rosie, détient le pouvoir divin de prescience et a protégé le royaume grâce à lui. La surcadette, Ririne, la seconde princesse de Luella, déclare bravement qu'elle ira à l'Empire à la place de sa sœur. La princesse Rosa demande doucement à Ririne si elle est sûre, mais Ririne tremble et affirme sa résolution en tant que princesse de Luella. Rosa tient les mains de sa sœur, semblant acquiescer à sa décision pour le bien de leur royaume. La princesse Rosa révèle que son rêve divin ne concernait pas son propre avenir, mais celui de Ririne. Rosa partage une vision de Ririne avec le prince héritier de l'Empire, espérant qu'elle y trouvera le bonheur. Les sœurs partagent une étreinte sincère, tandis que Rosa promet qu'elles seront toujours ensemble en esprit. Rosa remarque que le parfum s'est estompé d'une bourse qu'elle a donnée à Ririne, et propose de la remplir d'herbes fraîches avant son départ. Souriant chaleureusement, Rosa dit à Ririne de porter la bourse comme un rappel d'elle et de leur foyer, et Ririne accepte en larmes. Ririne serre sa poitrine, se blindant le cœur pour le voyage à venir. Le souvenir se brise lorsque Ririne est aspergée d'eau froide dans sa cellule, une voix furieuse la maudissant comme une femme méchante. Des gardes impériaux la dominent, l'accusant de nier effrontément son crime, et menaçant que tout son royaume sera tenu responsable. Un accusateur invisible se moque de son déni, se demandant si elle seule a réussi à tuer l'empereur de l'Empire. Alors que Ririne nie désespérément les accusations, un homme aux chaussures polies s'avance, faisant taire tout le monde pour reprendre personnellement l'enquête. L'homme avertit tout le monde de reculer, déclarant que celui qui a tué l'empereur était présent au même endroit. L'homme se révèle être le prince héritier Shahid, aux cheveux blancs, qui exprime ses regrets à Ririne concernant l'incident. Ririne plaide désespérément auprès de Shahid, insistant sur le fait qu'elle n'a jamais même touché l'empereur du doigt. Shahid rétorque froidement que l'empereur était déjà faible, et que le meurtre ne nécessite pas toujours un contact direct. Il sort alors sa bourse parfumée, exigeant de savoir pourquoi elle la portait. Ririne explique que c'est un souvenir d'enfance, confuse par son intérêt soudain pour la bourse. Shahid révèle que la bourse contient une herbe mortellement vénéneuse, jetant le doute sur son affirmation de la porter depuis l'enfance. Alors que Ririne recule sous le choc, il explique que l'herbe provoque une éruption cutanée et des convulsions par simple contact. Il poursuit son explication glaçante, affirmant que son parfum peut être fatal, et exige de savoir pourquoi elle l'a apporté. Ririne est horrifiée, en réalisant que les herbes que sa sœur lui a données étaient empoisonnées, une vérité qu'elle ne peut accepter. Un souvenir du visage souriant de sa sœur traverse son esprit, approfondissant sa confusion et son incrédulité. Alors que Ririne se débat avec cette révélation, se demandant pourquoi elle n'a jamais été blessée, Shahid l'avertit de choisir ses prochains mots avec soin. Shahid s'approche, suggérant que si elle ignorait vraiment le poison, elle a été prise dans le piège de quelqu'un d'autre. Se penchant,
Il admet qu'il a toujours trouvé étrange qu'une seule des princesses de Luela possède un pouvoir sacré. Il propose une théorie choquante, que Ririn pourrait également posséder un pouvoir sacré qui l'a rendue immunisée contre le poison. Les yeux de Ririn s'écarquillent alors qu'elle se souvient soudain n'avoir jamais souffert d'une maladie ou d'une blessure grave de sa vie. Une horrible possibilité lui apparaît, la secouant jusqu'au plus profond de son être. Shahid dit à Ririn qu'elle semble avoir réalisé quelque chose, la pressant de parler du pouvoir caché dont elle ignorait l'existence et de son lien avec la préscience de sa sœur. Bam! Les lourdes portes de la chambre sont violemment ouvertes avec une force immense. Une noble fait irruption, pointant un doigt accusateur en exigeant l'exécution immédiate de la femme maudite, l'identifiant comme la troisième impératrice. Shahid secoue Ririn par les épaules, la pressant désespérément de révéler qui lui a donné la pochette parfumée. La terrible implication se révèle à Ririn, alors qu'elle se demande s'il est en train de dire que sa propre sœur l'a trompée. Tandis que la troisième impératrice est maîtrisée par un garde, Ririn pense que sa sœur ne la trahirait jamais. Une aura lumineuse entoure Ririn alors qu'elle se tient, défiante, derrière les barreaux, insistant sur le fait qu'il y a eu un malentendu. Ririn se souvient de l'impératrice dégainant une épée, et ses pensées trahissent son déni au fond, elle admet qu'elle connaissait déjà la vérité. La réalisation dévastatrice la frappe. Sa sœur l'avait trompée depuis le début. Elle se souvient qu'elle était prête à donner sa vie pour sa sœur, et le royaume, son visage maintenant un masque d'angoisse. Une vague de sombre et sanglante détermination l'envahit alors qu'elle jure de passer à l'action. Des bruits de tours résonnent dans l'obscurité, et Ririn se demande d'où ils proviennent. Ses yeux se posent sur un lustre familier, alors qu'elle tente de situer son environnement. Une porte s'ouvre et Ririn est stupéfaite de voir son ancienne nourrice, qui s'occupait d'elle quand elle était jeune. La femme, Gabriella, demande si la princesse Ririn est réveillée, laissant Ririn perplexe, car Gabriella devrait être morte. Le monde se dissout dans un souvenir d'elle-même enfant, tendant les bras avec joie. La jeune Ririn lève les yeux avec de grands yeux innocents, entourés de fleurs. La scène revient 5 ans en arrière, où une reine en robe rouge est informée qu'elle a donné naissance à des princesses jumelles. Une servante horrifiée explique que dans leur royaume, les princesses jumelles sont considérées comme un symbole de calamité. La reine dit à une Gabriella inquiète que, si la légende est révélée, elle fera face à un destin différent. Elle choque Gabriella en déclarant qu'elles lèveront les jumelles comme la même personne, alternant les rôles chaque jour. Lorsque Gabriella demande pourquoi elle irait si loin, la reine révèle qu'elle a reçu une révélation divine de la déesse Ia, disant que c'est le seul moyen de sauver le royaume. Gabriella jure en larmes sur sa vie d'élever les deux jeunes filles comme une seule princesse. La reine confie avec gratitude un bébé Gabriella, croyant qu'il doit y avoir une raison à l'épreuve que Dieu leur a donnée. Une prière est offerte à la déesse Ea, protectrice de Luela. Debout ensemble, la reine et Gabriella tiennent les bébés jumelles, déterminées à les protéger ainsi que leur foyer. Un blason marque le décor comme le saint royaume de Luela. Dans cette terre de règne divin, une chose était interdite. La naissance de princesses jumelles. Le récit se tourne vers une vieille légende qui explique cette sombre superstition. Il y a longtemps, des princesses jumelles ont provoqué une guerre civile sanglante, les désignant comme une malédiction, et instaurant la coutume cruelle d'en tuer une à la naissance. Un ancre royal se tient sur un balcon, témoin silencieux de l'histoire. Un nouveau décret royal et montre, lorsque des princesses jumelles naîtront, elles seront toutes de lèvres. Ririn raconte qu'elles ont deux lèvres en alternant les rêles de filles de la reine et de filles de la nounou, cachant la vrille tout le monde. Pendant des décennies jusqu'à leur majorité, elles ont Madame Gare le secret de leur propre preux. Ririn médite sur la douloureuse supercherie, sentant qu'aucune d'elles n'a jamais vécu une vraie vie. Un souvenir montre l'une des jeunes jumelles serrant doucement un ours en peluche. Une joyeuse servante aux tresses blondes est présente comme Béatrice. La jeune princesse, désormais identifiée comme Ririn, demande à sa servante, Triss, quel âge elle a. Ririn confirme mentalement qu'elle a 4 ans et demi. Connaissant l'avenir, elle décide de le changer, en commençant par sauver Gabriella de la tuberculose qui l'avait tuée à l'origine. Avec une détermination retrouvée, la jeune Ririn serre le poing. Ririn demande soudainement à sa servante, qu'elle appelle Trish, de lui faire un chignon rond. La servante est surprise, notant que c'est le style préféré du roi, et que Ririn n'aimait pas ça avant, mais Ririn insiste sur le fait qu'elle l'aime maintenant. Tandis que ses cheveux sont coiffés, Ririn planifie son prochain mouvement, pensant à sa robe et son ruban. La scène se déplace vers une cour royale, où un noble propose d'augmenter le budget pour les défenses des tours de garde.
Une voix froide depuis le trône demande si le comte 3 a rédigé le plan lui-même, le faisant tousser nerveusement. Le comte confirme fièrement qu'il a personnellement révisé le brouillon, jouant directement le jeu de l'interrogateur. Une pensée depuis le trône se moque du rapport poubelle, qualifiant de geste audacieux de le présenter au roi. Une femme formidable aux longs cheveux gris-noirs sur le trône est présentée comme la distorsion de Luella, Oberyn Theresa. Le comte trébuche en arrière, demandant nerveusement à Sa Majesté ce qui n'allait pas avec sa proposition. La femme sur le trône, Oberyn, déclare qu'elle a été claire auparavant, toutes les dépenses superflues doivent être coupées, car les budgets sont pour le peuple. Une main se tend vers une pomme tandis que le comte 3 s'adresse nerveusement à Sa Majesté. Le comte soutient humblement que la défense des frontières est très importante. Le visage du comte 3 est montré alors qu'un effet sonore menaçant résonne, suggérant une confrontation imminente. Swoosh! Alors qu'Oberyn coupe une pomme avec un poignard, elle se demande si la défense des frontières nécessite vraiment tant de nouvelles calèches et de recrues. Le poignard pointé sur la pomme, Oberyn avertit froidement le comte 3 que s'il ose la tromper, elle lui coupera la langue. Boum! Un puissant effet sonore marque le moment où le comte 3 est projeté en arrière, chancelant de peur. La scène se déplace vers une jeune Ryrinn en robe bleue, qui sursaute en tenant la main de sa domestique dans une grande salle. Le comte 3 est montré affalé dans la défaite. Ouah! La jeune Ryrinn observe, confuse, le comte 3 vaincu qui semble voler à travers le hall avec des ailes angéliques. La servante, Béatrice, dit à Ryrinn que Sa Majesté a encore fait pleurer le comte, choquant la petite fille. Béatrice pense que le comte est trop contrarié pour les saluer, laissant Ryrinn avec un regard d'horreur, les yeux écarquillés. Déterminée à voir sa mère, Ryrinn jette un coup d'œil derrière une porte, tandis qu'un garde annonce nerveusement l'arrivée de la princesse. La jeune princesse apparaît, les bras tendus, dans un salut joyeux et éclatant. Deux gardes paniquent, essayant de l'arrêter en disant que Sa Majesté est occupée, mais Ryrinn sent une ambiance différente dans la pièce. Ignorant les supplications des gardes, Ryrinn se précipite sur le long escalier recouvert de moquettes, appelant sa maman. Oberyn regarde depuis son trône avec une aura froide et rouge sang, tandis que sa fille approche. Son expression passe à la surprise, alors qu'elle s'interroge sur le nom Rostel, apparemment confuse par l'identité de sa propre fille. Les deux gardes se serrent l'un contre l'autre, terrifiés, redoutant ce qui arrivera si la petite princesse met la reine en colère. Ryrinn saute dans les bras de sa mère, et le comportement sévère d'Oberyn se transforme instantanément en un sourire chaleureux lorsqu'elle la rattrape. Les gardes soulagés observent, l'un d'eux levant le pouce, impressionné par la fluidité avec laquelle leur reine a géré la situation. Oberyn serre tendrement Ryrinn, la félicitant de porter ses cheveux en chignon préféré de maman, et Ryrinn demande fièrement si elle a l'air mignonne. Follement joyeuse, Oberyn déclare qu'elle est très mignonne, et fait semblant de grignoter la tête de sa fille avec espièglerie. Réalisant que son offensive de charme fonctionne parfaitement, Ryrinn pense que c'est maintenant sa chance d'agir. Alors qu'une image de poignard transperçant une pomme apparaît, Ryrinn commence à demander une faveur à sa mère, notant à quel point maman sonne formelle. La petite princesse scintille d'une énergie adorable et déterminée. Intriguée, Oberyn dit à sa fille qu'elle décidera après avoir entendu ce qu'elle a à dire. Ryrinn menace avec espièglerie de défaire son chignon spécial, et Oberyn se rend immédiatement, s'exclamant « Tout sauf ça !» Se penchant, Ryrinn murmure à sa mère que sa nounou, Gaby, ne va pas bien en ce moment. Tandis que Ryrinn demande discrètement à Gabriella de recevoir un traitement, Oberyn interpelle depuis le trône, demandant au garde ce qu'il chuchote. Un garde confirme à la reine que Gabriella tousse beaucoup ces derniers temps. Oberyn tient délicatement le visage de Ryrinn, promettant d'envoyer un médecin et lui disant de ne pas s'inquiéter. La reine explique qu'elle accorderait une telle demande à tout moment, admettant qu'elle a été trop dure avec Rosa hier, tandis que Ryrinn la remercie d'avoir sauvé Gaby. Oberyn dit que Gaby est une précieuse servante et qu'elle devrait remercier Ryrinn, juste au moment où un garde annonce l'arrivée du duc Nigel. Ryrinn est stupéfaite, réalisant avec un choc que le duc Nigel est son père. Elle se tourne, terrifiée, alors qu'une grande silhouette encapuchonnée apparaît derrière elle. Oberyn ordonne calmement à un garde d'escorter le duc, tout en emmenant la princesse pour l'instant. La reine demande ensuite à Rostel si elle souhaite rencontrer papa avec elle. Les pensées de Ryrinn s'emballent tandis qu'elle se fait un discours d'encouragement, surmontant sa peur et décidant qu'elle rencontrera son père. Avec un courage renouvelé, Ryrinn croise les bras et déclare qu'elle veut rencontrer papa avec maman. La reine sourit fièrement, pensant que sa fille est incroyable, tandis que Ryrinn décide de se rapprocher de son père. Dominant un grand château, la pensée fière de la reine comme on peut s'y attendre de ma fille résonne.
Une nouvelle résolution remplit la jeune princesse alors qu'elle déclare que, dans cette seconde vie, elle vivra sans regret. Ririn accepte avec enthousiasme le plan de sa mère, toutes deux partageant un moment heureux. Un garde observe avec une expression inquiète, s'adressant Sa Majesté avec appréhension. La reine baisse les yeux. Reconnaissant la préoccupation du garde par un discret, c'est exact. Oberyn ressent une vague de tristesse, admettant qu'elle voulait accueillir son mari avec ses filles, et dit à Rostel de retourner dans sa chambre. Ririn est anéantie, sentant qu'il lui manque le courage d'objecter. Décidant de le saluer seule, la reine dit à Rostel qu'elle ira, avec le château qui se profile en arrière-plan. La reine demande à Ririn si elle va bien, car elle ne l'a jamais rencontrée seule auparavant, et la jeune fille tremblante insiste sur le fait qu'elle va bien, et qu'elle peut le faire. Un jeune homme aux cheveux verts et l'expression fatiguée, vêtu d'une cape de voyageur, baisse les yeux et salue Sa Majesté. La reine charge un jeune homme aux cheveux verts d'emmener Ririn rencontrer le grand-duc Nigel. Mais Ririn est choquée à l'idée d'aller avec quelqu'un nommé Icarus. La scène se déplace le long d'un long couloir de palais orné, avec d'imposantes colonnes. Un souvenir de la reine bénissant une femme aux cheveux argentés apparaît tandis que Ririn fixe l'homme maintenant identifié comme Icarus, qui baisse les yeux avec une expression neutre. Vlin, agacé par Icarus, les pensées de Ririn sont coupées court alors qu'elle trébuche. Ah, la petite princesse tombe plat ventre avec un cri. Icarus se précipite à ses côtés, demandant si son Altesse va bien, et une Ririn stupéfaite insiste qu'elle va bien. Icarus déclare calmement qu'il rapportera sa chute au grand-duc, stupéfiant Ririn, qui proteste qu'il n'y a pas de sang. Il répond que c'est tout de madame une affaire qui doit être signal. Déclarant qu'il est trop dangereux pour elle de marcher, Icarus soulève soudainement la princesse effrayée dans ses bras. Ririn se souvient que dans sa vie passée, après la mort de Gabriella, Icarus était devenu le chien farouchement loyal de Luella, prêt à sacrifier même son propre cœur. Un souvenir fragment montre une figure en pleine angoisse, suggérant le passé sombre et tourmenté d'Icarus. Un éclair d'énergie rouge et des yeux brillants signale un moment d'action intense et violente de son passé. Ririn se souvient qu'il protégeait le secret des jumelles en éliminant quiconque le découvrait, et elle décide de le guider pour qu'il devienne une meilleure personne cette fois-ci. Icarus annonce leur arrivée, et Ririn, surprise que le voyage soit déjà terminé, lève les yeux de ses bras. Ririn exige qu'on la pose, mais Icarus hésite, lui rappelant qu'elle vient de tomber. Se tortillant dans ses bras, Ririn insiste sur le fait qu'elle doit aller voir son papa tout de suite. Une adorable illustration chibi montre Icarus tenant consciencieusement la petite princesse. Après qu'Icarus l'ait posée, Ririn le remercie et se dirige d'un pas déterminé vers une grande porte. UGH. Tandis que Ririn peine à ouvrir l'énorme porte, Icarus soupire, pensant que son effort est vain. Ririn s'énerve se demandant pourquoi la porte ne bouge pas, tandis qu'Icarus la regarde avec une expression peinée. La porte s'ouvre de l'autre côté, et tandis que Ririn tombe en avant, elle crie à l'aide. La petite princesse flotte dans les airs sous une pluie de roses, alors que la porte s'ouvre entièrement, révélant Icarus derrière elle. Ririn atterrit sur ses pieds, soulagée de ne pas être tombée, et notant qu'elle doit s'habituer à son corps d'enfant, tandis qu'Icarus applaudit sa splendide récupération. Son moment de soulagement est court lorsqu'elle lève les yeux, surprise par une présence soudaine. Un homme aux cheveux argentés, vêtu de robe blanche immaculée, la regarde, demandant si elle est venue voir papa toute seule. Ririn l'appelle timidement papa au moment où Icarus s'avance pour faire son rapport. Icarus rapporte formellement que la princesse est tombée et a été blessée, ce qui provoque une réaction de choc intense chez son père, tandis que Ririn crie frénétiquement qu'il ment. Le grand-duc panique, déplorant la pression d'interagir avec sa fille, et tend timidement la main, demandant s'il peut tenir la Rostel blessée. Icarus répond sèchement « Non », portant un coup dévastateur au père plein d'espoir. Retenu par Icarus, une Ririn furieuse le traite d'idiot et insiste qu'elle va parfaitement bien. Une illustration chibi apparaît comme une coupure de scène. Icarus tient une Ririn aux yeux carquis pendant que son preux observe de s'éter. Une vague de pure joie envahit le visage du grand-duc, alors qu'il réalise que sa fille, Rostel, vient de l'appeler papa. Submergé par l'émotion, il joint les mains comme s'il priait. Ririn lève les yeux, les larmes montant dans ses yeux d'un rouge éclatant. Un flashback montre la reine encourageant son mari, lui suggérant de s'exercer à marcher avec leur fille. Dans le souvenir, le visage du grand-duc s'illumine d'adoration, alors qu'il tend la main vers sa petite fille, tenue par la reine. Sa main se referme doucement autour du petit poing du bébé. Debout côte à côte, le grand-duc contemple sa fille, pensant qu'il veut tenir plus que sa seule main. Il rougit,
rempli d'amour paternel et de bonheur. Ses mains restent jointes, un symbole de sa profonde affection. Ririn raconte qu'elle a gardé ses distances avec ce père par peur qu'il découvre le secret des jumelles, tandis qu'il l'appelle Rostel au présent. La jeune princesse lève les yeux vers son père, le visage empreint de tristesse et de larmes non versées. Elle lutte pour garder son calme, déterminée à ne pas pleurer devant lui. Son père lui demande pourquoi elle pleure, craignant de l'avoir effrayée, mais elle désespère intérieurement, souhaitant pouvoir lui parler sans s'effondrer. Il s'excuse, promettant d'être plus prudent, et mentionne un cadeau qu'il gardera pour plus tard, tandis que Ririn tire nerveusement sur sa robe. Ouah! Submergée, Ririn éclate finalement en sanglots. Icarus s'excuse auprès du grand-duc et annonce son départ, ce à quoi le duc accepte tristement, lui confiant Rostel. Tandis qu'Icarus emporte la princesse en pleurs, son père, le cœur brisé, les regarde partir. Les pensées de Ririn s'emballent alors qu'elle se reproche d'être une telle pleurnicheuse. Plaf. Elle s'effondre sur son lit, déclarant sa première tentative de connexion avec son père un échec cuisant. Allonge sur son lit, Ririn, les larmes aux yeux, se demande si les enfants sont censés pleurer autant. Un tendre souvenir claire le grand-duc Nigel traînant joyeusement sa petite fille. Ririn résout d'y aller doucement, décidant que le simple fait de pouvoir l'appeler papa est un grand pas en avant. Maintenant déterminée, elle se tient devant une grande porte, se demandant qui elle doit rencontrer ensuite. Une jeune femme de chambre aux cheveux blonds annonce que la princesse a des visiteurs, surprenant Ririn. Ririn lève les yeux, avec de grands yeux curieux. Elle réalise que ce doivent être les enfants avec lesquels Rosa était amie, y voyant une nouvelle opportunité. La femme de chambre blonde, Béatrice, annonce formellement l'arrivée de la princesse Rostel. Ririn, vêtue d'une jolie robe rose, couvre nerveusement sa bouche en entrant. Elle voit ses visiteurs pour la première fois. Un jeune garçon blond tenant une petite fille blonde encore plus jeune. Un narrateur présente les frères et sœurs, Sman et Koras, comme le futur duo bras droit de Rosa qui régnerait sur la haute société, rappelant au lecteur qu'eux aussi n'étaient autrefois que des enfants. Les deux jeunes frères et sœurs blonds observent avec des expressions curieuses. Un coffre au trésor ouvert déborde d'or et de bijoux, suggérant leur futur pouvoir et influence. Ririn fixe le regard en avant avec une détermination féroce, jurant que cette fois sera différente. Anxieuse, Ririn serre sa robe, se demandant si elle peut gérer cette rencontre aussi bien que Rosa. Elle salue ensuite timidement les enfants, qui sont appelés Grey et Victory. Perchée précaire sur une balustrade en pierre, une petite fille blonde en robe rouge regarde vers le bas. Avec une exclamation soudaine, la petite fille saute de la balustrade et se jette sur Ririn, surprise. Ririn est prise dans une étreinte serrée par la petite fille et parvient à balbutier son nom. Victory! Le garçon blond, Grey, rappelle gentiment sa sœur Victory qu'ils doivent faire preuve de respect, et elle accepte joyeusement. Grey et Victory se tiennent côte à côte et s'inclinent poliment et formellement. Intérieurement, Ririn fond, pensant que les deux sont si mignons qu'ils sont comme de petits anges. Devant un coussin de friandises, un Grey choqué demande si le cadeau est vraiment pour eux, tandis que Victory regarde avec des yeux écarquillés d'émerveillement. Hors champ, une voix réprimande Victory, lui rappelant d'utiliser les titres honorifiques appropriés en s'adressant à son Altesse. Ririn ignore la correction en pensée, décidant que Victory est bien trop mignonne pour être réprimandée. Le garçon, Grey, baisse les yeux pensivement, et commence à se rappeler quelque chose qui s'est passé l'autre jour. Dans un flashback, une Rosa sévère dit à quelqu'un de parler formellement à une princesse. Ririn est horrifiée, réalisant que sa sœur a menacé ses enfants. Ririn rassure rapidement les frères et sœurs qu'ils sont amis maintenant, et peuvent parler de manière décontractée, leur demandant s'ils passeront du temps avec elle. Grey regarde les bonbons dans ses mains, touché par sa gentillesse inattendue. Il balbutie qu'elle était gentille avant aussi, ce qui ne fait que pousser Ririn à se demander à quel point sa sœur avait dû être dure. Ririn propose avec enthousiasme de leur donner plus de bonbons s'ils viennent tous les jours, et un Grey ravi demande si elle le pense vraiment. Un gros plan montre les yeux bleus brillants de Grey, étincelant d'espoir et de bonheur. Ririn joint les mains, satisfaite de la réussite de son plan. Elle affiche un sourire triomphant et joyeux. Victory s'élance, voulant ardemment se joindre et faire une promesse elle aussi. Debout dans le jardin en contrebas, Béatrice annonce qu'elle se joindra également leur rassemblement. Une bulle de pensée réfléchit au lien pur et adorable que les enfants sont en train de créer. De retour dans sa chambre, Ririn s'assied à son bureau et commence à écrire avec détermination ses objectifs pour sa seconde vie. Croyant que sa vie au palais sera facile avec Gabi en sécurité, elle réfléchit à la prochaine tâche la plus importante. Un souvenir du prince héritier,
lui offrant un mouchoir dans sa vie passée, traverse son esprit. Ririne s'assied à son bureau, décide de consigner méticuleusement les mystères de sa vie passée, se demandant pourquoi les herbes empoisonnées ne l'ont pas affectée et pourquoi Rosa les lui a données. Alors qu'elle ramasse un objet, une douleur aiguë lui traverse le poignet, la faisant crier de surprise. Pan, elle tombe au sol, réalisant qu'elle a atterri plus durement que prévu. L'objet violet qu'elle tenait tombe bruyamment sur le sol à proximité. Perplexe, Ririne regarde sa main, se demandant pourquoi la simple sensation de douleur lui semble si étrange. Elle se souvient que dans sa vie passée, Rosa la protégeait toujours du mal, alors qu'une image de vase brisé apparaît. Dans un flashback, une Rosa sévère crie désespérément à Ririne de faire attention. Un vase se brise violemment tandis que Rosa protège Ririne des débris volants. Après coup, une Rosa désemparée s'excuse, se blâmant elle-même, mais Ririne insiste que tout va bien et demande si elle est blessée. Ririne remarque une coupure qui saigne sur la jambe de Rosa, mais sa sœur la minimise, disant qu'un peu de pommade la guérira vite. Dans un souvenir doré, une jeune fille souriante en robe jaune réconforte sa jumelle identique et en pleurs. Un flashback montre une jeune Ririne sinistre, dont les pensées se demandent si sa sœur apparemment parfaite, qui n'a jamais été blessée, possède réellement des pouvoirs de guérison divins. De retour au présent, une petite Ririne sombre est assise seule, réalisant que cette possibilité expliquerait tout. Un souvenir du prince héritier Shahid révèle sa prise de conscience que, enfant, il transportait des herbes empoisonnées, ce qui explique pourquoi il n'a jamais été blessé. La main de Ririne serre les draps dans un moment de prise de conscience, vive et tendue. Enragée, elle comprend que tout cela n'était qu'une ruse, et que le pouvoir de guérison divin qu'elle possède est le don le plus convoité pour un souverain. Alors que des images d'une reine radieuse et d'une contrepartie sombre apparaissent, Ririne conclut que Rosa a dû craindre la découverte de son pouvoir, car cela menaçait sa propre position. Elle se souvient qu'à 7 ans, seule Rosa a assisté à l'oracle divin parce qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule princesse, et c'est à ce moment que le traitement bienveillant de Rosa a commencé. Ririne réalise que Rosa a dû entendre la prophétie concernant ses pouvoirs à l'époque, mais a choisi de ne rien dire. Déclarant cela impardonnable, une Ririne en larmes se demande combien de fois Rosa l'a trompée dans leur vie passée, surprenant une femme en cape bleue qui apparaît à la porte. Sa nounou, Gabriella, jette un œil dans la pièce et demande si la princesse est toujours éveillée. Gabriella entre avec un doux sourire, annonçant qu'elle est prête. Désormais vêtue d'une cape bleue, Ririne demande à sa nounou si Rosa dort, apprenant qu'elle est éveillée. Ririne se souvient que leur mère leur avait interdit de se parler. Avec des yeux déterminés, la jeune Ririne annonce son intention de parler à Rosa cette même nuit. Lorsque Gabriella propose de transmettre un message, Ririne insiste sur le fait qu'elle doit parler elle-même à sa sœur, implorant cette chance. Ririne renforce sa détermination, croyant qu'elle doit affronter Rosa pour mettre fin aux tentatives de sa sœur de l'utiliser, alors qu'une silhouette menaçante de Rosa apparaît. Gabriella accède à la demande de la princesse, mais lui fait promettre de revenir immédiatement une fois son affaire terminée. Tenant délicatement le visage de la jeune princesse, Gabriella lui conseille de se taire et Ririne acquiesce. Ririne fait sa promesse, tenue dans une étreinte chaleureuse et aimante de sa nounou. Avec un pas déterminé, une Ririne chibi avance dans le couloir, tandis que Gabriella la regarde. Gabriella accepte de monter la garde, tandis que Ririne la remercie, et se hâte le long du couloir vide et interminable. Ririne jette un œil dans une chambre, choquée de trouver sa sœur effondrée sur le sol. Jetant un coup d'œil derrière la porte, Ririne se demande silencieusement ce que fait sa sœur. Rosa tente frénétiquement de cacher un objet cassé sous une nappe, soupirant qu'il n'y a nulle part où le mettre. En panique, Rosa réalise qu'elle a cassé le miroir chéri de leur mère et craint sa colère, tandis qu'une Ririne choquée observe. Ririne observe la panique inhabituelle de sa sœur, réalisant que Rosa a un côté vulnérable et ressent un pincement de sympathie malgré son intention initiale de la gronder. Avec un bond dramatique, Ririne fait connaître sa présence à sa sœur effrayée. Ririne demande calmement ce qui s'est passé, faisant bégayer une Rosa confuse de surprise. Lorsque Ririne demande si elle a cassé le miroir, Rosa serre les morceaux brisés et le nie avec véhémence. Rosa affirme frénétiquement que le miroir est tombé tout seul, mais Ririne voit clair dans le mensonge, trouvant cela absurde. Ririne réfléchit qu'elle a tout vu et se demande pourquoi elle a pu croire que la trompeuse Rosa était fiable, car elle n'a pas changé du tout. Alors que Ririne s'approche, une Rosa effrayée demande sur la défensive si elle va le dire à leur mère. Rosa menace de blâmer Ririne en premier, poussant Ririne à jurer silencieusement de corriger la personnalité inadaptée de sa sœur. Alors que Ririne s'élance, Gabriella intervient, lui rappelant qu'elle voulait une conversation calme et que crier est gênant.
Ririne s'excuse et cache rapidement le miroir brisé dans sa chemise de nuit, intriguant Gabriella. Les yeux de Gabriella s'écarquillent, alors qu'elle reconnaît l'objet caché comme le miroir précieux de la reine. Se souvenant que le miroir était un cadeau précieux et soigneusement conservé, Gabriella se demande pourquoi il est maintenant brisé, tandis qu'un souvenir de l'impératrice apparaît. Ririne semble terrifiée, pensant qu'elle ne veut pas être réprimandée, tandis que Rosa observe silencieusement sa sœur d'un regard interrogateur. Dans une déclaration soudaine et forte, Ririne se dénonce pour sa sœur, criant « C'est moi qui l'ai fait !» Devant une Gabriella choquée, Ririne avoue faussement qu'elle regardait le miroir quand sa main a glissé. Ririne se tient nerveusement, acceptant le blâme pour le miroir brisé. Un gros plan sur l'œil de Gabriella montre un éclair de compréhension silencieuse. L'expression de Gabriella s'adoucit en un sourire complice et doux. Offrant une échappatoire, Gabriella dit à Ririne qu'elle informera la reine en son nom. Ririne remet les morceaux de miroir enveloppés dans un tissu à Gabriella, qui accepte le fardeau sous le regard des deux princesses. Gabriella tient délicatement les restes brisés du miroir orné de la reine. Gabriella dit à Ririne qu'elle va maintenant escorter Rosa, lui demandant si Ririne ira bien seule, ce à quoi elle acquiesce. Après le départ de sa nounou et de sa sœur, Ririne ferme la porte, serrant le poing et se demandant pourquoi elle a choisi de protéger sa sœur. Dans un souvenir flou de sa vie passée, Ririne se souvient avoir été trompée par les douces paroles de sa sœur. Le souvenir se conclut par l'image du sourire triomphant de sa sœur, tandis que les pensées de Ririne brûlent de haine, accusant Rosa de l'avoir menée à sa mort. Serrant sa chemise de nuit, Ririne se demande pourquoi, malgré son désir de vengeance, elle n'a pas pu se résoudre à abandonner sa sœur en difficulté. Dans un souvenir chaleureux, Ririne salue joyeusement sa nounou, Gabriella, qui vient de jeter un œil dans la pièce en l'appelant par son nom. Gabriella explique qu'elle est revenue parce que la princesse Rosa a oublié sa cape et qu'Icare l'attend, ce que Ririne accepte avec un « A ». Se penchant, Gabriella commence doucement à parler à Ririne de l'incident du miroir brisé. Gabriella demande directement si Ririne a vraiment cassé le miroir de la reine, laissant la jeune princesse stupéfaite de savoir comment elle connaissait la vérité. Avec un sourire chaleureux et complice, Gabriella tapote doucement la tête de la jeune princesse. Ririne serre sa nounou dans ses bras, certaine que la perspicace Gabi percerait le mensonge et jurant qu'elle devait l'aider. Allongée dans son lit et serrant les draps, Ririne se souvient de sa détermination initiale à se venger, admettant qu'elle n'avait aucune intention de pardonner les actes passés de sa sœur, réfléchissant à ses souffrances passées et à l'image D'. Alors que Ririne essuie ses larmes, Gabriella se penche sur elle avec inquiétude, mais Ririne rejette son inquiétude, affirmant qu'elle avait juste quelque chose dans l'œil. Ririne pense qu'elle a amplement le temps dans cette nouvelle vie pour comprendre les choses qu'elle ne pouvait pas auparavant, comme son pouvoir de guérison et sa relation avec ses parents. Elle croit que si elle peut réparer sa relation avec Rosa, elle pourra enfin forger un nouvel avenir en tant que sa véritable sœur jumelle. Un petit sac en tissu lumineux rempli d'herbes séchées est montré, attaché avec un ruban vert. Maintenant, dans une nouvelle robe verte, une minuscule Ririne porte résolument un carnet de croquis, le long d'un couloir ensoleillé du palais. Elle fait une pause dans la grande salle, regardant son carnet de croquis et réfléchissant à sa prochaine action. Avec un regard déterminé, Ririne se résout à protéger Gabi et reconstruire sa relation avec sa famille. Elle regarde un dessin simple et sincère qu'elle a fait de sa famille, l'empereur, l'impératrice et les deux jeunes princesses. Elle se demande silencieusement quand son pouvoir s'éveillera, sachant que pour les princesses, il se manifeste généralement à l'âge de 7 ans. Avec un éclair de lucidité, Ririne comprend qu'elle a besoin d'un grand pouvoir pour atteindre ses objectifs. Dans un flashback, un petit oiseau rouge et sanglant géitait sur l'herbe tandis que le menaçant chat noir lui saute dessus. Ririne reprend l'attaque de loin et se précipite, criant alarme et demandant si le chat compte manger l'oiseau. Le chat tape avec espièglerie l'oiseau blessé, poussant un miaulement moqueur. Courant vers la scène, Ririne crie désespérément au chaton de s'arrêter. Toujours se précipitant pour intervenir, elle craint à nouveau que le chat ne mange le petit oiseau. Le chat grogne, son expression vicieuse confirmant que ce n'est pas qu'un jeu. Le chat bondit vers l'oiseau rouge sans défense avec une rapidité féroce. Riri tend la main vers l'oiseau, offrant de la nourriture au chat à la place, mais sa main est violemment griffée dans l'action. Elle crie de douleur à cause de la griffure acérée. Regardant sa main blessée, Ririne réalise que les griffes du chat sont acérées et qu'il sera difficile de le repousser avec son corps d'enfant. Elle est surprise que l'oiseau soit encore conscient. Lançant un faible piou,
Le petit oiseau rouge se met péniblement sur ses pattes, tandis que Ririne observe avec incrédulité. Le minuscule oiseau se tient bravement entre Ririne et le chat, provoquant la stupéfaite réalisation de Ririne qu'il essaye de la protéger. Alors que le narrateur réfléchit à la loyauté de l'oiseau, Ririne se souvient de sa propre vie passée, où elle était celle qui était protégée, cachée dans l'ombre de sa sœur. Elle se souvient d'avoir été piégée et obéissante, comme un oiseau en cage, juste au moment où la patte du chat s'abat avec un bruit sourd et puissant. Ririn pousse un soupir aigu, son visage empli de terreur. Elle plonge au sol, protégeant le petit oiseau avec son propre corps, se lamentant de ne pouvoir protéger personne de cette façon. Une lumière éclatante jaillit soudainement de Ririne alors qu'elle protège l'oiseau du chat. Berçant l'oiseau, qu'elle appelle Pipe, elle pense que même si elle se blesse, alors que l'oiseau se blottit dans ses bras, elle se résout à combattre à ses côtés. Dans un souvenir flou de sa vie passée, Ririne se rappelle s'être sentie faible et impuissante, toujours dépendre de la prophétie sans rien savoir elle-même. Se souvenant comment elle tremblait autrefois de peur impuissante, elle réalise que Pipe lui a donné du courage, et que fuir ne résout rien. Avec un but renouvelé, elle ramasse fermement son carnet de croquis de l'herbe. Ririne tient bon, emplie d'une nouvelle détermination, croyant que si elle reste forte, elle pourrait un jour gagner. Après un regard tendu, le chat noir se retourne et s'enfuit, tandis que Ririne lui crie après, jurant de l'affronter avec tout ce qu'elle a. Un souvenir chaud et doré montre la main de sa mère touchant doucement son visage strié de larmes. Ririne se tient sous la lumière éclatante du soleil, son carnet de croquis à la main, l'air hébété. Une main l'attrape, et une voix demande ce qui est arrivé à ses vêtements la sortant de ses pensées. Une femme de chambre panique tient Ririne, terrifiée par ce que Lady Gabriella fera en voyant l'état de la princesse. Ririne pense à l'oiseau, réalisant qu'il est gravement blessé, mais toujours en vie, et qu'il s'est effondré en essayant de la protéger. Serrant le petit oiseau blessé, Ririne lève les yeux avec une expression déterminée et attentionnée. Ririne, maintenant vêtue d'une robe jaune, apparaît derrière une Béatrice assise, demandant avec empressement si l'oiseau va bien. Un médecin informe deux femmes de chambre qu'une blessure a été recousue et soignée, ajoutant qu'elle n'est heureusement pas grave. Dans une bulle de pensée chibi, le médecin remarque que le patient ne peut pas encore voler, et devra être surveillé pendant un certain temps. Un petit oiseau rouge bandé dort paisiblement sur un oreiller, tandis qu'une femme de chambre propose de s'en occuper pour la princesse. Ririne se tient au-dessus du lit improvisé de l'oiseau et déclare fermement qu'elle sera celle qui s'en occupera. Ayant déplacé le petit oiseau dans son grand lit, Ririne s'assied à ses côtés, soulagée de l'avoir mis en sécurité. Ririne pose son menton sur ses mains, ses yeux rouges emplis d'inquiétude, tandis qu'elle veille amoureusement sur l'oiseau endormi. Une voix mystérieuse promet de veiller sur elle, ce qui trouble Ririne qui se demande ce qu'elle vient d'entendre. Cui ! Le petit oiseau rouge se réveille soudainement, battant des ailes joyeusement. Les yeux de Ririne s'écarquillent de joie, alors qu'elle s'exclame que le petit oiseau est réveillé. Elle rampe rapidement vers le petit oreiller, où repose le petit oiseau. Tenant l'oiseau qui gazouille, Ririne décide de le nommer Pipi, et il semble être d'accord avec un joyeux Pipe. Ririne tient Pipi, le nouvellement nommé, qui laisse échapper un interrogatif Pi, tandis qu'elle le regarde pensivement. Elle s'interroge sur le tchat qui a attaqué Pipi, se demandant comment il a pu entrer dans le palais en passant devant les gardes. Pipi se blottit dans ses mains avec un petit cri content, interrompant ses pensées. En regardant l'adorable oiseau dans ses mains, Ririne esquisse un sourire radieux et heureux. Elle rayonne de pure joie, entourée d'une lueur dorée alors qu'elle berce son nouvel ami. Cette nuit-là, dans la chambre de Rosa, Gabriella borde la princesse, la rassurant que sa majesté chérit les princesses par-dessus tout. Rosa lui souhaite une bonne nuit. Alors que Gabriella se tourne pour partir, Rosa l'appelle par son nom, Gabi. Blottie dans son lit avec son ours en peluche, Rosa regarde sa nounou partir. Gabriella répète ses réconforts à la princesse Rosa, qui à son tour dit à sa nounou de prendre soin d'elle. Endormie dans son lit, Rosa est soudainement tirée de son sommeil. Un chat noir élégant aux yeux jaunes brillants apparaît dans sa chambre, et Rosa demande pourquoi sa fourrure est si désordonnée. Rosa s'assied dans son lit, câlinant joyeusement le mystérieux chat noir dans ses bras. Elle pense en elle-même que Gabi est une idiote de prendre les paroles de Ririne si sérieusement. Une adorable illustration chibi montre Rosa clinant affectueusement le chat noir. Poursuivant son treinte, Rosa pense avec confiance qu'elle est une personne bien plus gentille que Ririne. Se rappelant l'insistance de Ririne qu'elle n'était pas en faute lors d'un incident passé, Rosa se demande pourquoi sa sœur a agi ainsi.
Clinant le chat, Rosa se moque du souvenir, pensant qu'il est si étrange pour Ririne d'agir comme une bonne personne. Les yeux jaunes du chat luisent, tandis que Rosa pense de manière menaçante ce qu'elle fera si sa sœur essaye encore de jouer les justes. Ses pensées se terminent par une sombre promesse. La prochaine fois, elle ne lui pardonnera pas. La scène se déplace vers une journée lumineuse et festive, alors qu'un trompettiste royal signale une arrivée importante. Une annonce officielle déclare l'arrivée de leur majesté, l'empereur et l'impératrice de l'Empire. Un empereur aux cheveux argentés et une impératrice aux cheveux noirs font leur grande entrée, rayonnant de pouvoir et d'autorité. L'impératrice aperçoit quelqu'un et son expression s'éclaire d'une exclamation surprise et ravie. La personne qu'elle voit est Ririne, qui, avec Pipi sur son épaule, explique joyeusement qu'elle est venue les saluer. L'impératrice appelle Ririne une enfant adorable et lui demande des nouvelles de son ami oiseau, et Ririne commence à présenter Pipi. L'empereur a l'air agréablement surpris, demandant si Ririne est venue le voir aussi. L'empereur dit gentiment à Rostel qu'il écoutera tout ce qu'elle a à dire, tandis que Ririne explique qu'elle vient de rencontrer Pipi. Ririne raconte comment un méchant chat a griffé Pipi, et qu'elle a dû le combattre, ce qui a provoqué un choc chez l'impératrice. Une aura meurtrière entoure brièvement l'impératrice à l'idée que sa fille soit en danger, surprenant une femme de chambre à proximité, mais elle adoucit rapidement son expression en apprenant que Ririne va bien. Souriant chaleureusement, l'impératrice propose d'enquêter sur le chat pour apaiser les inquiétudes de Ririne. Ririne rayonne de joie et remercie sa maman. Plus tard, dans un grand bureau, l'impératrice ordonne à Icare de rapporter ses découvertes, et il commence par l'affaire du chat. Icare rapporte que le chat est extrêmement agressif et que les vêtements de Ririne étaient en lambeaux, ce qui pousse l'impératrice à l'interrompre, alarmée que sa fille ait été réellement en danger. L'impératrice déclare pensivement qu'elle ne permettra pas une seule égratignure sur sa précieuse princesse. Elle ordonne fermement Icare d'augmenter la sécurité et de veiller à ce que les enfants soient tenus à l'écart de l'animal dangereux. Icare accepte ses ordres et l'informe qu'il se dirige maintenant vers le palais détaché. L'impératrice décide qu'elle doit aussi vérifier si Rosa a été blessée, et Icare accepte d'informer Gabriella. Dans une bulle de pensée, elle estime qu'elle doit expliquer la situation à Rosa, car les deux jumelles doivent agir comme une seule et même personne. L'impératrice arrive dans la chambre de Rosa et l'appelle, trouvant la princesse assise sur le lit avec le chat noir. Berrant le chat noir, Rosa demande joyeusement sa mère ce qui ne va pas, mais l'impératrice pense avec alarme qu'elle reconnaît l'animal. L'impératrice demande si Rosa a gardé le chat, et Rosa le présente joyeusement comme son nouvel ami, Joy. L'impératrice commence à expliquer qu'un animal hostile est en liberté, ce qui trouble Rosa. Poursuivant, l'impératrice explique que Ririne a failli être blessée par l'animal qu'elle cherchait, et il semble que ce soit ce chat. L'impératrice demande à prendre le chat, mais une Rosa frénétique serre Joy dans ses bras, insistant sur le fait qu'il est un bon garçon qui ne ferait jamais de mal à personne, et la suppliant de ne pas le prendre. L'impératrice rassure calmement Rosa en lui disant que ce n'est qu'une précaution, qu'elle va enquêter, et ensuite lui rendre le chat. Dans un moment de réflexion, l'impératrice s'interroge sur la nature de la princesse Rostel, tant deux personnes en une. Rosa demande avec défi ce que cela a à voir avec tout cela, insistant sur le fait que Ririne a dû provoquer Joy en premier, mais l'impératrice répond calmement que Ririne n'était pas la seule menace. Une vision sombre révèle une patte de chat ensanglantée au-dessus d'un oiseau mort, tandis que l'impératrice déclare qu'on lui a dit que le chat a maintes fois poursuivi et intimidé des oiseaux. L'impératrice reconnaît que, même si c'est peut-être l'instinct, cela signifie aussi que le chat pourrait attaquer une personne à tout moment, avertissant Rosa qu'il pourrait ne pas toujours l'écouter. Elle conseille Rosa de garder ses distances, mais Rosa serre sa robe, pensant que Joy n'a rien fait de mal et qu'il est injuste qu'il soit ciblé à cause de Ririne. L'air désemparé, Rosa se demande en silence pourquoi son ami doit lui être enlevé. Rosa explose de colère, hurlant que Joy n'a rien fait de mal, et refusant d'être séparée de lui juste à cause de Ririne, criant qu'elle n'écoutera pas sa mère. L'impératrice a l'air fatiguée, pensant que c'est toujours comme ça avec tout le monde, et se souvenant de Gabriella, alors qu'elle déplore que les gens ne prennent toujours que le parti de Ririne. Un gros plan sur le visage déterminé de Rosa est montré, tandis que l'impératrice l'appelle par son nom. Alors que l'impératrice se tourne pour partir, elle remarque qu'elle ignorait que Rosa était si têtue, incitant une Rosa désespérée à l'interpeller. Soudain, Rosa trébuche et tombe la face contre terre, choquant l'impératrice qui se retourne alarmée. L'impératrice se précipite au chevet de sa fille, mais une Rosa en larmes dit qu'elle va bien et s'inquiète immédiatement pour Joy. Voyant sa chance, Joy saute du rebord de la fenêtre et s'enfuit,
tandis que Rosa crie son nom de désespoir. L'impératrice veille sur sa fille tombée, son expression emplie de tristesse et de résignation. Rosa réalise que Joy est parti, se demandant si le chat intelligent a compris la situation et est parti pour de bon, pour ne jamais revenir. Le chat noir jette un dernier coup d'œil en arrière, ses yeux jaunes brillant d'une aura violette. Dans un gros plan de son œil rouge furieux, Rosa rejette intérieurement ce résultat, pensant que tout est de la faute de Ririne. Imaginant Ririne avec son oiseau, Rosa souhaite amèrement que sa jumelle ne soit pas là, croyant que tout serait mieux si elle n'était qu'une seule personne. La scène se déplace vers une vue du grand palais éclairé par la lune, indiquant qu'il fait maintenant nuit dans la chambre de Ririne. À l'intérieur, le petit oiseau rouge Pipi dort profondément sur un oreiller. Perché au-dessus, le chat noir Joy veille sur l'oiseau endormi avec ses yeux jaunes brillants. Ririne entre dans sa chambre, disant à Pipi qu'elle a enquêté mais n'a pas encore beaucoup progressé. Elle s'écrie, apercevant le chat toujours dans le palais. Elle laisse tomber un sachet parfumé aux agrumes qu'elle avait apporté par précaution, espérant le faire fuir. Miaou! Le chat siffle et recule du sachet, et Ririne confirme que son plan fonctionne. Alors que le chat s'enfuit vers la fenêtre, Ririne menace de l'asperger de parfum d'agrumes s'il ne part pas immédiatement. Après la fuite du chat, Ririne observe que sa chambre est loin des jardins, et en conclut qu'il n'était pas là pour la nourriture. Elle déduit que le chat doit avoir un autre objectif, et s'interroge sur son étrange obsession pour un petit oiseau comme Pipi. Ririne fixe intensément le chat, réalisant avec un sentiment de malaise qu'il pourrait ne pas être un animal ordinaire. La scène se déroule à l'intérieur d'une salle de bain luxueuse et ensoleillée. Dans la salle de bain, Gabriella lave doucement les cheveux de Ririne pendant qu'elle se détend dans une grande baignoire ornée. Ririne soupire joyeusement, pensant que l'heure du bain est un paradis absolu, tout en serrant un petit canard jaune en jouet. Fermant les yeux, Ririne réfléchit qu'elle n'a pas pu dormir un seul instant la nuit dernière à cause de sa rencontre avec le chat. Remarquant son humeur silencieuse, Gabriella lui demande doucement si quelque chose la tracasse, surprenant la jeune princesse. Ririne explique que le chat qui se battait avec Pipi était venu jusqu'à sa chambre la nuit précédente. Gabriella exprime son choc qu'un chat fasse une telle chose, et Ririne éclabousse dans la baignoire, reconnaissant qu'elle était choquée aussi. Inquiète, Gabriella demande si Ririne a été blessée, et se demande à voix haute si le chat l'a suivie parce qu'elle et sa sœur se ressemblent beaucoup. La pensée plane dans l'air alors qu'une image du chat noir apparaît, avec une voix off déclarant qu'il appartient à la princesse Rosa. La réalisation frappe Ririne, qui lève les yeux avec incrédulité, incapable d'accepter la possibilité. Son esprit évoque une image de Rosa câlinant le chat, alors qu'elle se demande si sa sœur aurait pu l'envoyer pour tourmenter Pipi. Les pensées de Ririne se tournent vers un souvenir plus heureux de Gabriella, lui posant un bonnet sur la tête. Elle se souvient alors que le chat a intimidé Pipi bien avant qu'elle ne commence à protéger le petit oiseau. La scène se déplace vers l'extérieur étincelant du château tandis que la voix de Gabriella s'adresse à la princesse. Un gros plan montre Pipi reposant en toute sécurité dans une paire de mains douces. Une femme à lunettes, identifiée comme Sylvia, la tutrice royale, rapporte que les blessures de Pipi sont presque guéries, mais elle n'a toujours aucune idée du type d'oiseau que c'est. Sylvia remarque qu'un oiseau avec des plumes rouges si vibrantes est une rareté, et une Ririne excitée apparaît dans le cadre, acquiesçant avec enthousiasme. Sylvia, la tutrice royale, surprend Ririne avec un quiz improvisé sur le nom du dieu soleil, laissant la jeune princesse stupéfaite. Ririne a du mal à se souvenir de la réponse, pensant qu'elle était sûre de l'avoir su auparavant. Un air de révélation apparaît sur son visage, alors qu'elle s'exclame qu'elle se souvient maintenant. Alors qu'une image de Pipi est montrée, une narration explique que le dieu soleil, Shamash, était toujours accompagné d'un phénix. Une illustration d'un glorieux phénix doré apparaît, tandis que le texte explique que Shamash veille sur Luella comme le soleil lui-même. Une page d'un livre décrit en outre le phénix comme un symbole de bonne chance pour le royaume. Ririne associe pensivement la légende de l'oiseau du dieu soleil au fait que Pipi aime se percher sur son épaule. Elle dit fièrement, Sylvia, que Pipi doit être un oiseau spécial dont elle prendra soin, juste au moment où elle remarque qu'il est réveillé. Soudain, Pipi prend son envol, surprenant une Ririne confuse qui se demande ce qui se passe. Ririne tend joyeusement la main vers Pipi en vol, s'exclamant qu'elle est ravie qu'il aille mieux. Tandis que Sylvia essaye de commencer leur leçon, Pipi continue de voler de manière erratique, faisant se demander Ririne ce qui lui est arrivé. Pipi plonge espièglement sur la tête de Ririne, la faisant crier qu'il se calme pour qu'elle puisse avoir sa leçon. Sylvia observe avec un sourire amusé, se demandant si Pipi n'est pas en train d'envoyer un message pour ne pas surmener la princesse, tandis que Ririne s'excuse.
Juste au moment où Sylvia annonce des invités, une femme de chambre fait irruption pour signaler l'arrivée des enfants de la maison Estia, que Ririn reconnaît comme Victory et Gray. Une Ririn surprise s'exclame qu'elle avait complètement oublié qu'il venait lui rendre visite aujourd'hui. Tandis qu'une femme de chambre la conduit dans le couloir, Ririn réfléchit à quel point elle est heureuse qu'elle et ses amis se soient rapprochés. Dans une nouvelle tenue, Pippi endormie sur son chapeau, Ririn semble prête à accueillir ses invités. Tenant la main de la femme de chambre, une Ririn déterminée dit « D'accord, allons-y ensemble ». Ririn et la femme de chambre aux cheveux blonds, Béatrice, partagent un sourire chaleureux avant de partir. Ririn regarde devant elle, anticipant un bon moment avec ses amis. Elle décide de mettre de côté ses inquiétudes et de profiter de son temps avec eux. En arrivant à une magnifique fontaine de jardin, Ririn raffirme que son amitié avec eux est précieuse. Ririn erre dans le jardin, cherchant où ses amis pourraient être. Elle les aperçoit devant le jeune garçon blond, Gray, tenant un panier de pique-nique, debout à côté de sa sœur. Le visage de Ririn s'illumine alors qu'elle court joyeusement vers ses amis. La petite fille blonde, Ririn se tient avec Gray et Victory, Pippi perché attentivement sur son chapeau. Ririn présente doucement son nouvel ami, Pippi, et une Victory excitée lui dit bonjour. Victory halète avec une reconnaissance soudaine, s'exclamant qu'elle sait quel genre d'oiseau est Pippi. Elle identifie avec enthousiasme Pippi comme le phénix du dieu Shamash, stupéfaite que Ririn ait apprivoisé une bête divine. Victory lève les yeux vers Ririn avec une expression admirative et éblouie. Ririn tient Pippi, qui semble indifférent à l'attention. Regardant ses mains, Ririn pense silencieusement que tout cela est plutôt étrange. Avec un rire nerveux, Ririn tend Pippi à la Victory impatiente. Ririn demande à ses amis d'être gentils avec Pippi, tandis que Victory s'extasie intérieurement sur sa mignonnerie et son désir de le toucher. Gray loue la capacité remarquable de Ririn avec les animaux, lui rappelant comment le chat, Joy, s'était également habitué à elle. Flattée, Ririn accepte timidement le compliment de Gray, selon lequel elle doit être une personne douée adorée par les animaux. Son expression se fige alors qu'elle assimile ces mots, demandant s'il vient de dire Joy, et il confirme que c'est ainsi qu'elle a présenté le chat. Le nom choque Ririn, qui se demande si c'est le même Joy qu'elle a connu dans sa vie passée, un fervent disciple de Rosa. Un flashback identifie Joy Terayep, un prêtre qui a rencontré Rosa après une révélation divine, et est devenu son ombre, bien que Ririn admette n'avoir jamais vraiment compris. Se souvenant de sa vie passée, Ririn pense que sa sœur, Rosa, semblait avoir changé après avoir commencé à passer du temps avec Joy. De retour au présent, Ririn écarte cela comme une coïncidence. Mais elle ne peut s'empêcher de penser que le chat était tout sauf ordinaire. Ses yeux se plissent de suspicion alors qu'elle conclut qu'il est toujours préférable d'être prudente. Lors de leur pique-nique, Ririn demande à Gray si quelque chose de désagréable s'est produit lorsqu'il a rencontré Joy, et il semble perplexe face à la question. Victory fait la moue, se plaignant bruyamment que Joy ne la laissait pas le caresser, ce qu'elle trouvait très injuste. Gray sourit tendrement, étant d'accord avec sa sœur que Joy semble ne s'ouvrir qu'à la princesse. Tandis que Pippi picore un gâteau, Ririn pense à quel point les chats peuvent être capricieux. Gray se penche, admettant que ce qu'il est sur le point de dire pourrait paraître un peu étrange. Une image du chat noir, Joy, s'éloignant apparaît tandis que Gray poursuit sa pensée. Gray sourit vivement, pointant un doigt comme s'il avait une réalisation soudaine qu'il est sur le point de partager. Gray dit à Ririn que tout va bien, et l'encourage à parler librement de ce qu'elle ressent. Il explique que chaque fois qu'un oiseau passait, le chat Joy fixait toujours intensément le ciel. Gray ajoute que le chat ne semblait jamais affamé, mais plutôt qu'il cherchait quelque chose, une pensée qui attire l'attention de Ririn. Ririn réalise avec une horreur grandissante que Joy ciblait spécifiquement Pippi, et conclut que l'identité du chat est profondément troublante. Bien qu'elle sourie chaleureusement à ses amis, Ririn décide en son fort intérieur qu'il est trop dangereux de laisser le chat continuer à errer dans le palais. Gray dit joyeusement à Ririn qu'il fera tout ce qu'elle désire, tandis qu'une Victory complice est assise à côté de lui avec Pippi sur la tête. Victory et Gray dégustent des collations ensemble pendant leur pique-nique. Tremblante, Victory pose brusquement son verre, déclarant que Joy est un mauvais chat qui ne devrait pas détruire le jardin, ce qui pousse Gray à la réprimander pour avoir parlé si grossièrement. Ririn pense que ces douces mises en garde devraient suffire à rendre les enfants méfiants envers le chat. La scène se déplace vers les jardins du palais royal quelques jours plus tard. Dominant un grand kiosque, une narration révèle que, bien qu'aucune nouvelle information sur le chat n'ait été trouvée, Ririn n'est pas restée inactive. Avec un regard aiguisé et déterminé, les pensées de Ririn s'interrompent sur un ferme cependant.
Elle lève les yeux pour trouver Icarus debout à proximité et demande avec surprise ce qu'il fait là. En regardant Icarus, Ririne pense qu'elle ne peut pas se concentrer ni apaiser son esprit avec lui si près. Boudant, Ririne décide qu'elle n'aura qu'à essayer de l'ignorer pour le moment. Sa détermination se renforçant, Ririne décide de guider Icarus sur un meilleur chemin dans cette vie et lui demande s'il peut lui donner un coup de main pour quelque chose. La scène change, montrant Ririne tenant un tissu délicat, orné de marguerites dans le jardin ensoleillé. Maintenant dans une robe différente, Ririne se promène dans le jardin, remarquant sa beauté et pensant qu'Icarus semble bien connaître l'aménagement. Après un aperçu d'un blason doré orné, Ririne aperçoit un jeune jardinier s'occupant des roses. Le jardinier se retourne, la saluant poliment en tant que princesse Rostel, et demandant s'il peut être d'une aide. Ririne salue joyeusement le jardinier, mais s'interrompt en remarquant quelque chose à propos de sa main. Le jardinier sourit et écarte son inquiétude, expliquant que sa blessure à la main n'est qu'un petit incident de travail. Ririne le regarde avec inquiétude, demandant si son chat était la cause de sa blessure. Le jardinier panique, niant frénétiquement l'implication du chat et insistant sur le fait qu'il s'est simplement blessé en travaillant. Une petite Ririne, confuse, se tient dans l'herbe, se demandant pourquoi le jardinier mentirait sur sa blessure. Oh, Ririne a un éclair de lucidité, réalisant que le jardinier cache la vérité pour le bien de Rosa, car elle chérit tant le chat. Le jardinier baisse les yeux avec une expression trouble, incapable de croiser le regard de la princesse. Il admet finalement la vérité, le chat est hostile envers les gens et a attaqué plusieurs femmes de chambre. Ririne le savait. Le jardinier ajoute que, bien qu'il soit généralement acceptable de l'éviter, il voit souvent le chat, près d'un petit trou dans le mur du jardin. Le chat noir, Joy, est montré se faufilant par un trou dans un mur de pierre recouvert de vignes. Surprise, Ririne réalise qu'il y avait une entrée pour le chat depuis le début, ce qui explique comment il continuait d'apparaître. Ririne serre son petit poing, son esprit étant décidé. Une bulle de pensée révèle son plan. S'il scelle ce trou, personne d'autre ne sera blessé. Un gros plan montre l'expression choquée mais déterminée de Ririne. Sa détermination est claire lorsqu'elle déclare que désormais, Joy ne passera plus. Serre à nouveau son poing, Ririne décide fermement de sa ligne de conduite. Sa détermination se reflète dans ses grands yeux rouges et brillants. En regardant le jardin, le jardinier réfléchit que sceller le trou signifie que personne ne sera plus blessé. Il avertit doucement la princesse que s'ils font cela, elle ne reverra peut-être jamais cet endroit. Et une Ririne nerveuse reconnaît qu'elle le sait. Ririne se ressaisit, pensant qu'elle doit gérer cela naturellement. Elle aime toujours Joy, mais son devoir passe avant tout. Avec une expression douloureuse, Ririne explique qu'en tant que princesse, elle ne peut permettre personne d'être blessé et le supplie de sceller le trou. Le jardinier comprend son raisonnement et accepte de bloquer le trou au grand soulagement de Ririne. Le problème du chat réglé, Ririne peut enfin se concentrer sur la confection d'un bouquet pour son père. Elle est assise dans un champ de fleurs, tenant sa création et pensant « S'il te plaît, attends-moi » alors que la journée se termine. Ouf! Ririne s'essuie le front, l'air complètement épuisé par ses efforts. Tenant un bouquet massif et magnifique, elle réfléchit que l'arrangement floral est plus difficile qu'elle ne le pensait, et jure de mieux écouter en classe. De loin, Icarus crie qu'il est temps de rentrer à la maison, mais Ririne répond qu'elle a presque fini. Tandis qu'elle est assise avec son bouquet terminé, Ririne réfléchit au fait qu'Icarus l'a gardé toute la journée. Contre le coucher de soleil, elle interpelle Icarus, qui se retourne avec un regard interrogateur. Alors qu'Icar se tient dans le jardin, il demande la princesse ce qu'elle veut. Le regardant avec résolution, Ririne décide qu'elle donnera les fleurs qu'elle a cueillies à Icar. Elle lui tend timidement une seule fleur rose en guise de cadeau. Icar abaisse son regard sur l'offrande, murmurant doucement « cette fleur ». Ririne explique rapidement qu'elle l'a seulement cueillie parce que sa jolie couleur rose correspond à ses yeux, incitant un Icar surpris à demander « mes yeux ?» L'expression d'Icar s'adoucit, alors qu'il semble assimiler son compliment innocent. L'œil rouge vif de Ririne brille, tandis qu'elle affirme que oui, la couleur est bel et bien similaire. Un sourire rare et doux illumine le visage d'Icar alors qu'il accepte la fleur et l'épingle à sa cape. Totalement stupéfaite par ce changement d'attitude, Ririne pense en elle-même que l'ours Icar a en fait ri. Tandis qu'Icar avance à travers les jardins, Ririne lui dit humblement de ne pas faire attention à elle. À l'intérieur du palais, Ririne se demande avec espoir si son cœur s'est un peu ouvert à elle. Tenant son bouquet, Ririne demande à Icar s'ils arriveront encore à temps pour voir son père,
et il confirme que le timing est parfait. S'approchant d'un ensemble de portes ornées, Ririn réalise que cela faisait un moment qu'elle n'avait pas vu son père formellement. La porte s'ouvre, révélant une Ririn rayonnante prête à saluer son père avec son cadeau floral. Son père, le grand-duc Nigel, est surpris par son arrivée et l'appelle par son nom. « Rostel ?» Ririn court vers son père, annonçant qu'elle a un cadeau pour lui, et lui présente le grand bouquet qu'elle a elle-même cueilli. Avec un sourire radieux, elle dit à son père qu'elle serait si heureuse s'il l'acceptait. Un flashback sombre montre une jeune Ririn en pleurs, tandis que son père observe de loin, le souvenir teinté de tristesse. Dans le présent, son père baisse les yeux avec une expression douloureuse et contemplative. Il tend doucement la main et prend le bouquet vibrant des mains de sa fille. Sa voix remplie d'émotion, le grand-duc Nigel remercie sincèrement Rostel pour ce cadeau attentionné. Submergé par l'émotion, il rougit et semble retenir ses larmes. Le bouquet repose contre la broche ornée de sa robe, un symbole de son geste sincère. Il décide d'exposer les fleurs immédiatement puis l'invite chaleureusement à dîner avec lui. Le cœur de Ririn se sent plus léger alors qu'elle décide de ne plus hésiter à tenir la main de son père, la prenant joyeusement, tandis qu'ils marchent ensemble. La scène transite, se concentrant sur une décoration intérieure magnifiquement ornée et dorée. L'impératrice apparaît, remarquant à quel point il est rare de voir Ririn et son père ensemble ainsi. Elle demande à Rostel quand elle est devenue si proche de son père, et Ririn annonce joyeusement leur projet de dîner. L'expression de l'impératrice devient sérieuse alors qu'elle baisse les yeux et prononce le nom de Ririn, Rostel. Elle demande ensuite de parler à Rostel un instant, et la jeune princesse accepte. S'agenouillant à sa hauteur, l'impératrice s'adresse doucement à elle comme Ririn. Elle embrasse tendrement le front de Ririn, disant qu'elle se sent si heureuse aussi. Mais son ton change alors qu'elle annonce une mauvaise nouvelle. La princesse Rosa est assez déprimée dernièrement. L'impératrice explique que Rosa a le cœur brisé par la règle pas d'animaux et se demande quoi faire, ignorant que Ririn avait déjà accepté de se séparer du chat pour sa sécurité. Ririn regarde incrédule, complètement prise au dépourvu par les mots de sa mère. L'impératrice insiste, demandant si cette nouvelle situation signifie que Ririn devrait également dire adieu à Pipi. Un souvenir douloureux refait surface d'une déclaration officielle, la famille royale n'a qu'une seule princesse. Ririn réfléchit que les gens trouveraient étrange de la voir s'occuper d'un oiseau et d'un chat, qui ne s'entendent pas, en alternance. Assise sur son lit, elle soupire, pensant que pour tous les autres, elle et sa sœur doivent juste avoir l'air de faire des caprices. Elle pose sa tête sur son bureau, l'air perdu dans ses pensées inquiètes. Ses yeux se remplissent de détermination alors qu'elle pense qu'elle voulait au moins veiller sur son être cher jusqu'à ce qu'il aille mieux. Un gros plan sur l'œil résolu de Ririn montre qu'elle n'abandonnera pas facilement. Une Ririn chibi se précipite en avant, montrant avec excitation le chemin à suivre. Pipi apparaît, l'air dodu, sain et joyeux sur un fond de marguerite. Ririn est soudainement secouée par un choc, criant d'alarme alors qu'une énergie sombre l'entoure. Une voix résonne d'un château lointain appelant « Tu m'entends ?» Hein ? Ririn regarde autour d'elle, complètement confuse, se demandant d'où vient la voix. Pipi atterrit à ses côtés, la réprimandant avec colère pour l'avoir pris pour un perroquet. Abasourdie, Ririn demande quel genre d'oiseau il est, admettant qu'elle n'avait jamais rencontré d'oiseau parlant auparavant. Pipi l'oiseau rappelle Ririn sa promesse de le protéger. Une petite Ririn, hésitante, regarde le petit lit de Pipi, expliquant qu'elle, Pipi dit avec confiance à une Ririn confuse, qu'elle aura sans aucun doute besoin de lui. Il l'avertit que si elle se lie d'amitié avec sa sœur, cette dernière cherchera à se venger, et si Ririn est en danger, quelque chose de terrible arrivera au royaume. Ririn est complètement choquée par la grave prédiction du petit oiseau. Elle lui demande des détails, mais il refuse, déclarant que si elle veut en savoir plus, elle doit d'abord le protéger. Ririn réfléchit qu'au cours de sa vie antérieure, cette série d'événements ne s'est jamais produite. Elle réalise qu'elle n'a jamais rencontré un oiseau qui parle, et le royaume n'a jamais été en danger. Seule, Ririn serre sa robe rose, son esprit en ébullition. Son expression se durcit avec une nouvelle détermination. Ririn accepte finalement de trouver un moyen de le protéger, et un Pipi suffisant reconnaît qu'elle a enfin compris la situation. Pipi survole un grand piano, annonçant qu'ils doivent d'abord corriger la façon dont elle se réfère à lui, à la grande confusion de Ririn. Une seule plume rouge descend dans les airs. Alors que Ririn tient Pipi, elle le regarde avec de grands yeux étonnés. Une lumière radieuse brille sur son visage alors qu'elle rougit, complètement émerveillée par le petit oiseau. La scène change,
montrant les grands couloirs vides du palais. Plop. Pipi atterrit doucement sur la tête de Ririn au moment où elle a une soudaine révélation. Elle se souvient que son père va rendre visite au grand prêtre, et Pipi questionne la destination. Ririn demande à Pipi s'il se souvient du livre, ce qu'il se rappelle vaguement. Expliquant que sa mère est trop stricte concernant les secrets pour changer d'avis, le plan de Ririn commence à prendre forme, bien que Pipi se demande ce que cela a à voir avec le livre. Ririn se souvient que sa tutrice, Sylvia, avait mentionné que Pipi ressemblait à un oiseau légendaire. Un livre à la main, une Ririn radieuse et remplie d'un espoir renouvelé et d'un nouveau plan. Le grand-duc Nigel marche dans le couloir, suivi d'un assistant portant une pile de livres. Avec Pipi perché sur sa tête, Ririn serre un grand livre, ses yeux pétillants d'excitation. Son père, le grand-duc Nigel, se tourne vers elle avec un sourire chaleureux et doux. Ririn court vers lui, présentant le livre et annonçant qu'elle a une faveur à demander. Le grand-duc Nigel serre sa fille dans une étreinte affectueuse. Ririn serre son père dans ses bras, prête à partager son importante découverte. Maintenant confortablement assise sur les genoux de son père, elle ouvre le livre et commence son explication. Un bref souvenir montre Ririn en classe avec sa tutrice royale, Sylvia. Avec un sourire éclatant, Ririn déclare sa conviction que Pipi pourrait être un oiseau spécial. Le grand-duc Nigel a l'air surpris alors qu'un personnage chibi annonce le début de la stratégie Papa, partie 2. Debout devant une porte, le père de Ririn demande si l'oiseau est spécial, et elle confirme que Yann l'est. Elle explique avec enthousiasme que Yann est un oiseau très intelligent qui peut comprendre tout ce qu'elle dit. Une minuscule Ririn chibi tend la main avec espièglerie vers Yann alors qu'il voltige à proximité. Pour démontrer son intelligence, Yann se perche sur la tête de Ririn alors qu'elle lui demande où il est. Il vole doucement dans ses mains tendues, montrant qu'il a compris le jeu. Ririn sourit doucement, la main tendue alors que Yann s'envole vers elle. Elle demande à son père s'il la croit maintenant, bien qu'elle sente qu'il est toujours sceptique. Ririn sait qu'elle ne peut pas révéler que Yann peut réellement parler, mais elle espère désespérément que cela suffira à convaincre son père. Son père sourit gentiment, disant à Rostel que l'oiseau est en effet mystérieux. Débordante d'énergie pleine d'espoir, Ririn demande ce qu'il en pense. Pour un dernier test, Ririn étale un jeu de cartes et demande à Yann de trouver celle qui représente le dieu Shamash. À la surprise générale, Yann s'envole avec la carte correcte parfaitement équilibrée sur sa tête. Le grand-duc Nigel regarde avec un étonnement silencieux, sa main couvrant sa bouche. Il tapote doucement la tête de Ririn, finalement convaincu, et dit qu'il voit maintenant. Une Ririn ravie promet de faire plus de recherches sur l'oiseau et son père accepte joyeusement. Elle évoque ensuite l'ordre de sa mère de libérer Yann, mais son père la rassure promettant de parler lui-même à l'impératrice. Le grand-duc Nigel sourit, suggérant que cet oiseau pourrait avoir un lien spécial et qu'il devrait le protéger avec soin. Il tapote affectueusement la tête de sa fille, et elle lève les yeux vers lui avec soulagement et gratitude. L'impératrice se dit qu'elle a entendu parler de l'oiseau spécial par le père de Ririn. Un gros plan montre Yann, le petit oiseau rouge, l'air dodu et adorable. Dans une pièce somptueuse, l'impératrice demande à Ririn si l'oiseau est une bête divine, et Ririn le confirme. L'impératrice explique qu'une bête divine est un animal spécial qui reçoit la grâce divine pour aider les humains. Elle dit à Ririn qu'ils observeront l'oiseau pour l'instant, d'autant plus qu'il ressemble à l'oiseau du dieu Shamash, et Ririn est ravie que son père ait accepté. Ririn rayonne, tandis que sa mère lui demande une faveur en retour. La requête de l'impératrice prend Ririn au dépourvu. Elle veut qu'elle s'occupe de Rosa. Elle explique que Rosa n'a toujours pas accepté de se séparer du chat, et a même envoyé Gabriella le chercher la nuit dernière. Ririn s'alarme, se rappelant qu'il pleuvait abondamment la nuit précédente. Sa mère la rassure en lui disant que Gabriella n'est qu'un peu malade et devrait se rétablir rapidement. Ririn s'inquiète voix haute que l'état de sa nourrice Gabi puisse empirer, et sa mère reconnaît son inquiétude pour la femme. L'impératrice admet qu'elle aussi a eu le cœur lourd en l'envoyant, et maintenant Icar prendra le relais de la recherche, laissant Ririn digérer la nouvelle en silence. Ririn suggère astucieusement à sa mère que sa sœur ne cherche le chat que parce qu'elle se sent seule. Avec une résolution mue, Ririn promet passionnément d'assurer le bien-être de sa sœur, de Gabi et d'Iker. Sa mère la fixe, momentanément sans voix devant cette soudaine preuve de maturité de sa fille. Un chaleureux sourire se dessine sur le visage de l'impératrice, alors qu'elle demande à Ririn quand elle est devenue une enfant si généreuse. Une narration décrit le nouveau but de Ririn. Prendre soin de sa sœur cadette avec un cœur grand ouvert. Ririn se dit qu'elle était autrefois une enfant immature qui recevait toujours des soins, mais maintenant,
les choses sont différentes. Baignée d'une lumière éclatante, Ririn se tient debout avec un nouveau sens du but et de la détermination. Les poings serrés, l'expression de Ririn est pleine de détermination. La scan transite, se concentrant sur un ensemble de porte-vitres. Dans sa chambre, Ririn se tourne vers son compagnon oiseau, voulant parler du chat. Clinant un ours en peluche, Ririn est allongée dans son lit et approuve l'évaluation prédente de Yann sur la situation. Elle se souvient d'Iker observant le chat dans un arbre, pensant qu'il erre probablement encore sur le domaine. Ririn s'inquiète de la possibilité que Rosa retrouve le chat et refuse d'en être séparée à nouveau. Sa plus grande peur est que si le chat revient, Yann puisse être blessé une fois de plus. Perché sur le rebord de la fenêtre, Yann annonce soudain qu'il part un moment. Yann explique qu'il s'est souvenu de quelque chose d'urgent, ce qui déroute Ririn, qui se demande quelle affaire urgente un oiseau pourrait avoir. Tandis que des plumes rouges dérivent, Ririn se penche par la fenêtre et appelle désespérément l'oiseau qui s'éloigne, utilisant ses deux noms. Une seule plume rouge se pose délicatement dans ses cheveux tandis qu'elle le regarde, complètement déconcertée. Yann s'envole haut, au-dessus du vaste domaine du palais. En vol, il se rappelle de ne pas montrer un visage inquiet, même s'il vient d'être autorisé à rester au palais. Sa force étant majoritairement récupérée, il décide qu'il est temps d'agir et rayonne d'une lumière éclatante. Un bref panneau de transition montre une vue ensoleillée de l'extérieur du palais. Yann plane gracieusement dans le ciel d'un bleu éclatant. Son vol le mène au-dessus des jardins royaux méticuleusement entretenus. Il aperçoit le chat noir en plein vol, semblant tomber d'un haut mur. La scène se trouble avec le mouvement alors que quelqu'un se déplace rapidement à travers la verdure en contrebas. Un homme aux longs cheveux roux flamboyants merge des buissons avec un regard déterminé. Il sourit avec confiance, ses yeux vifs et concentrés. Alors que le chat noir atterrit près de lui, il siffle, crépitant d'une étrange énergie violette. L'homme aux cheveux roux tend la main, jurant de ne pas laisser le chat poursuivre son plan. Il attrape sans effort le chat qui bondit par la peau du cou. Tandis que le chat grogne vicieusement, ses yeux luisants, il lui dit calmement de se tenir tranquille un moment. Une énergie mystique semble circuler entre l'homme et le chat, qui fixe avec alarme. L'homme est enveloppé d'une puissante aura violette tandis qu'il tient le chat poussant un cri. Il grimace, admettant que le pouvoir est encore trop important pour son corps mais que cela devra suffire. Il pense que sa démonstration de pouvoir aurait dû être un avertissement suffisant. Entouré d'une lueur violette sombre, le chat atterrit au sol, son expression menaçante. Le chat maîtrisé se retourne et s'éloigne silencieusement dans l'ombre. Un homme roux souriant en robes ornées demande si son offre convient. Le sourire de l'homme roux s'estompe en une grimace alors qu'il pense, bon sang, dans une bulle de pensée. Soupirant, l'homme roux pense au chat téméraire, se lamentant que son nouveau corps ne soit même pas encore entièrement développé. Une minuscule Ririn pose son menton sur sa main, regardant pensivement par une fenêtre. La scène se déplace vers le palais, alors qu'une voix demande à Rosa si elle a de nouveau renvoyé sa professeure Sylvia, chez elle. L'impératrice sirote son thé et demande à Rosa, qui se cache dans son lit, combien de temps elle compte encore manquer ses leçons. Sous les couvertures, Rosa exige de voir Joy, refusant de faire quoi que ce soit tant que le chat ne lui est pas amené. L'impératrice rappelle à Rosa sa promesse de se séparer du chat, ajoutant qu'Icar n'a pas pu le trouver, et qu'il a peut-être quitté le palais, ce qui fait serrer le poing à Rosa. Avec un regard féroce, Rosa se demande si sa mère a déjà renoncé au chat. Jaillissant de son lit, Rosa lâche un non désespéré dans une bulle de dialogue. L'impératrice observe Rosa refuser catégoriquement, exigeant de savoir pourquoi elle ne peut pas garder son chat, alors que Ririn a le droit de garder son oiseau. L'impératrice déclare calmement qu'elle a dit discute de la question avec leur preux. Une bulle de pensée explique que l'oiseau pourrait être une bête divine. L'impératrice poursuit sa réflexion, décidant que si l'oiseau est une bête divine, ils doivent en prendre sincèrement soin. Affirmant qu'elle ne favorise aucune des deux, l'impératrice fait face à une Ririn à l'air défiant. Rosa serre nerveusement ses draps, réalisant qu'il sera désormais difficile de continuer à sécher les cours. L'impératrice exprime sa propre tristesse que Rosa ne puisse pas voir le chat. L'impératrice révèle qu'il y a une limite à garder les deux princesses au palais, et l'une d'elles doit se rendre dans la ville des nobles jusqu'à l'arrivée d'un message divin, choquant Rosa. L'impératrice réconforte sa fille en pleurs, lui disant de ne pas dire de choses effrayantes, tandis que Rosa la supplie de ne pas être séparée d'elle. Alors que Rosa demande en larmes à sa mère de ne pas se fâcher, l'impératrice prononce doucement son nom. Rosa déclare que Ririn devrait être celle qui part.
affirmant sa position de première princesse et surprenant sa mère. L'impératrice réfléchit en silence que même si elle les a élevés ensemble, elles deviennent des personnes très différentes, et elle se demande quoi faire de Rosa en la regardant dormir. Ririne demande à l'oiseau, puis à Yann, s'il va bien alors qu'il gît effondré avec un gémissement. Penché sur l'oiseau faible, Ririne lui offre une graine, lui demandant où il était allé. Alors que Yann picore quelques graines, il pense avoir envoyé quelque chose très loin, ce qui pousse une Ririne confuse à le questionner. Ririn lève triomphalement son oiseau, tandis qu'une image du chat noir apparaît en dessous. Dans un souvenir de sa vie passée, Ririne se rappelle avoir porté un sac d'encens empoisonné pendant des années sans subir de mal, confirmant l'existence de son pouvoir de guérison. Ririne s'arrête, repensant à quelque chose d'important. Elle se souvient que sa sœur, Rosa, l'a toujours protégée depuis qu'elles étaient enfants. Avec une réalisation soudaine, Ririne commence à courir. Elle prend une petite dague dorée ornée sur une table. Ririne tient la dague avec un regard d'intense détermination. Alors qu'elle se pique le doigt avec la pointe acérée de la dague, Yann lui crie d'arrêter. En regardant le sang sur son doigt, Ririne réalise que son pouvoir de guérison n'est pas encore prêt. Ririne a un flashback de l'incident du miroir brisé, réalisant qu'elle n'a jamais connu la vraie souffrance, car Rosa était toujours là pour la protéger. Des larmes montent aux yeux de Ririne, alors que le poids total de cette révélation la frappe. Une lumière brillante jaillit soudainement de Ririne, qui lève les yeux avec un émerveillement confus. Son oiseau, Yann, regarde avec un choc total l'explosion soudaine de pouvoir. Entourée d'une lueur radieuse, Ririne regarde ses mains, les larmes coulant toujours sur son visage. Ririne sourit de joie à travers ses larmes, tandis que la lumière divine s'intensifie autour d'elle. Elle se tourne avec enthousiasme vers son oiseau, lui demandant s'il a vu ce qui est arrivé à sa main. Yann regarde furieusement Ririne, l'appelant jeune maîtresse. L'oiseau bat des ailes avec colère, réprimandant la fillette de 4 ans pour sa témérité. Ririne montre fièrement sa main guérie, se vantant d'avoir découvert son pouvoir divin, tandis que Yann le minimise comme une petite affaire. Alors que Ririne et Yann se regardent, l'oiseau réalise que son pouvoir dépasse même celui de sa mère. Entourée de fleurs, une Ririn aux yeux écarquillés écoute tandis que Yann la regarde. Choqué. Yann demande à Ririne si elle comprend vraiment à quel point son nouveau pouvoir est incroyable. Confuse, Ririne demande ce que Yann veut dire par « je t'ai guéri », déclenchant un souvenir de la servante Béatrice l'appelant joyeusement par son nom. Dans le souvenir, Béatrice rayonne de bonheur en présentant une grande boîte cadeau rose magnifiquement emballée. Une très jeune Ririn, vêtue d'une robe noire avec un nœud rose dans les cheveux, lève les yeux, surprise, et demande si un cadeau est pour elle. Désormais vêtue d'une robe avec un grand col en dentelle blanche, une Ririn ravie écarte les bras tandis que son petit oiseau rouge, Yann, voltige près de sa tête. Plusieurs domestiques s'activent autour d'une minuscule Ririne. L'une répand des confettis, l'autre prend des notes, l'une examine un document, et une autre prépare un instrument doré. Désormais vêtue d'une cape blanche à capuche, avec des détails d'oreilles de chat, Ririne demande à une servante nommée Triche pourquoi son père lui enverrait soudainement quelque chose. La servante demande si elle doit lire la lettre à voix haute, et Ririne accepte avec enthousiasme. Ririne s'assoit confortablement sur les genoux de la servante blonde, Béatrice, alors qu'elles lisent la lettre ensemble dans un grand fauteuil. La lettre exprime le désir de vérifier personnellement si une certaine île est réellement une terre sacrée. La lettre continue, montrant le palais de l'île et une calèche, expliquant que l'expéditeur sera absent mais a envoyé un cadeau et promet de revenir, tandis que l'empereur est vu regardant par une fenêtre. Ririne regarde la lettre avec confusion, la pointant du doigt et s'interrogeant sur sa signification. Béatrice pointe du doigt une pochette, expliquant que le cadeau mentionné par son père s'y trouve. Béatrice attire avec enthousiasme l'attention de la princesse sur le cadeau, annonçant qu'il s'agit de la larme de Baar. Une boîte en forme de coquillage s'ouvre pour révéler un bracelet magnifique et délicat, fait de perles et d'or. Ririne regarde le bracelet scintillant avec une admiration silencieuse. Alors qu'elle est tenue par Béatrice, Ririne tient la boîte cadeau et se demande pourquoi son père lui enverrait un présent si précieux. Béatrice aide délicatement la petite princesse à monter sur un grand lit orné. Ririn fait un clin d'œil joyeux et confiant. Levant son poignet, désormais orné du magnifique bracelet, Ririne se demande si les gens attendent vraiment quelque chose d'elle. Ririne pointe du doigt son oiseau, Yann, alors qu'il traverse la pièce en volant. Admirant le bracelet à son bras, Ririne décide qu'elle veut le porter tous les jours. La scène passe à une nuit paisible, avec la pleine lune brillant intensément à travers une grande fenêtre. Cache sous les couvertures, Ririne serre un jouet en peluche, les yeux grands ouverts,
incapable de dormir. À long éveil, Ririne se souvient des mots de Yann concernant son remarquable pouvoir de guérison. Elle se souvient d'une vision d'une Gabriella PLE, et affaiblie, et réalise qu'avec son don divin, elle pourrait être capable de la guérir. Un tendre souvenir montre une Ririn plus jeune en robe jaune tendant la main vers l'impératrice, qui tient une ombrelle dans un jardin en soleil. Toujours incapable de dormir, Ririne contemple le bracelet tincelant son poignet. Elle réalise qu'elle ne peut pas garder le bracelet pour elle seule, car elle et Rosa forment ensemble Lady Rostel, puis elle appelle Icarus. Icarus, un jeune homme aux cheveux fonds vêtu d'une cape grise, incline la tête en réponse son appel. Désormais en robe rose, Ririne s'assied sur son lit et demande Icarus s'il pourrait créer un second bracelet identique celui qu'elle tient. Elle explique sa crainte, que si elle et Rosa doivent le changer quotidiennement, elle pourrait l'oublier ou même la perdre. Icarus regarde la princesse avec une expression sérieuse, pensant que sa requête pourrait être insensée. Il s'agenouille respectueusement devant Ririne, alors qu'elle est assise au bord de son lit. Ailleurs, 2 servantes chuchotent dans un couloir sombre, se demandant si le comportement de Lady Rostel semble changer d'un jour l'autre. Dans la buanderie, les servantes poursuivent leur discussion, notant que certains jours elle les concentre en cours, tandis que d'autres jours elle n'y prête aucune attention, presque comme si elle était une personne différente. Laskin s'attarde sur le profil d'une servante qui bavarde avant de passer un motif de rose bleu fond. Les servantes s'accordent dire que si elle peut être la plus douce des princesses, elle peut aussi être une enfant provocatrice, ce qui les rend nerveuses. Pendant ce temps, une Rosa maussade coûte depuis l'ombre. 2 servantes appellent frantiquement Lady Rostel, tandis qu'une Rosa à l'air furieux dévale le couloir en soleil. En courant, Rosa se demande avec colère pourquoi tout le monde ne loue jamais que Ririne. Bouillonnant de jalousie, Rosa pense qu'ils sont tous dupes et jure d'un ton menaçant qu'elle fera en sorte que Ririne ne se relève jamais. La scène change pour un bureau où la tutrice royale, Sylvia, sourit chaleureusement et exprime son bonheur de revoir la princesse en forme après une semaine. Sylvia se souvient s'être inquiète lorsque la princesse était alitée, mais observe qu'elle semble un peu plus calme maintenant. Ririn, désormais vêtue d'une robe verte, est assise silencieusement à son bureau devant un livre ouvert. Ririne affirme qu'elle attend leur leçon avec impatience, ce qui suscite une réaction ravie de la part d'une Sylvia rougissante qui loue sa passion grandissante pour ses études. L'expression de Ririne devient sérieuse, alors que Sylvia suggère une simple séance de questions-réponses pour la leçon du jour. Ririne confirme qu'elle a une question et sa tutrice demande attentivement laquelle. Alors qu'apparaît l'image d'une figure royale couronnée en silhouette, Ririne déclare qu'elle souhaite en savoir plus sur le pouvoir sacré de la famille royale de Luélan. Un livre lumineux s'ouvre comme par magie, ses pages remplies de textes anciens. Le texte explique que les princesses de Luela reçoivent leur pouvoir sacré après avoir reçu un oracle divin le jour de leur 7e anniversaire. Une vision éthérée d'une Ririn légèrement plus âgée apparaît, vêtue de blanc, et entourée d'une lumière divine et brillante. L'explication conclut que le pouvoir est généralement curatif, mais qu'il peut aussi se manifester sous forme de prescience ou de psychokinésie, sa force variant d'un royal à l'autre. La léon sur le pouvoir royal se poursuit, expliquant qu'un royal au cas passif faible pourrait être méprisé par les autres. Depuis son bureau, Ririne suggère qu'ils ont un exemple parfait d'un tel cas, attirant l'attention de sa tutrice. Une illustration montre une femme royale aux cheveux sombres aux côtés d'un homme aux longs cheveux argentés, représentant probablement l'exemple. Ririn réfléchit attentivement aux qualités d'un souverain en écoutant la leçon. Sylvia change le cours de la leçon, évoquant une célèbre légende sur les princesses de Luela, ce qui pique la curiosité de Ririne. La tutrice commence le récit de la guerre des princesses jumelles, expliquant que Luela était autrefois gouvernée par des jumelles. Elle explique que la première princesse possédait la psychokinésie, tandis que la seconde détenait le pouvoir de guérison. Ririn, les yeux écarquillés, se penche en avant, demandant avec impatience ce qui s'est passé ensuite. Sylvia explique que lorsqu'une princesse n'a pas pu monter sur le trône, elle a déclenché une guerre dévastatrice qui a ravagé le royaume car leur pouvoir était trop équilibré. La tutrice conclut que le peuple a imputé la tragédie au fait que les princesses étaient jumelles et en est venu à craindre leur existence. Ririne estime que la peur est inutile, tant que le pouvoir d'une des jumelles est infiniment plus fort, une réponse qui semble surprendre sa tutrice. Changeant de sujet, Ririne pose une nouvelle question. Qui fut la princesse la plus forte de l'histoire de Luela ? Sylvia raconte l'histoire d'une princesse dont le toucher pouvait guérir instantanément la blessure d'un oiseau, lui permettant de s'envoler aussitôt. Ririne demande quand son pouvoir s'est manifeste,
et Sylvia révèle que c'était l'âge de 5 ans, un fait qui choque visiblement Ririn, et la pousse à serrer fermement son stylo. Une vision sinistre montre une jeune Ririn assise impassiblement sur un trône, entourée d'épines et de roses sombres. Une Rosa déterminée résout que quoi qu'il arrive, elle ne peut pas laisser Ririn réussir, alors que des souvenirs fragmentés défilent. Ririn attire l'attention de sa tutrice, exprimant sa curiosité sur la façon dont leurs ancêtres ont obtenu et utilisé leur pouvoir sacré. Avec une détermination nouvelle, Ririn déclare son ambition de devenir l'unique et magnifique princesse de Luela. Rayonnante de fierté, Sylvia loue avec enthousiasme son Altesse pour sa passion. Profondément émue, Sylvia jure de tout faire pour la soutenir, et une Ririn souriante répond qu'elle sera sous sa tutelle. Tandis que la tutrice se prépare pour la leçon suivante, la voix intérieure de Rosa jure que Ririn ne la surpassera jamais. Tandis que Ririn est assise studieuse, les pensées de Rosa résonnent d'une détermination féroce. Ce royaume n'a besoin que d'une seule vraie princesse. La scène se déplace vers un jardin lumineux où une jeune Ririn, vêtue d'une robe jaune, remarque que son oiseau Yann semble s'être bien rétabli. Elle se souvient de l'impératrice la remerciant, expliquant que la santé de Rosa s'était améliorée grâce à elle, laissant une jeune Ririn l'air confuse. Deux enfants blonds souriants, un garçon et une fille, apparaissent soudainement dans le jardin, s'interpellant. L'un des enfants s'écrie d'émerveillement à la vue d'un arbre immense et vibrant. Un carnet de croquis révèle un charmant dessin de l'oiseau rouge, Yann, perché sur une branche. Ririn montre le dessin aux deux enfants. Le garçon, Gray, lui demande timidement si c'est elle qui l'a dessiné, et elle confirme que oui. Rouissant, Gray explique qu'il l'a dessiné pour son Altesse, et espère qu'elle aimera son cadeau. Rempli de joie, Ririn donne une grande étreinte à Gray pour le remercier, ce qui surprend la jeune fille, Victory, qui s'écrie de surprise. Les trois enfants partagent un moment joyeux, s'embrassant et riant ensemble sur l'herbe. Un observateur invisible réfléchit à la mignonnerie des enfants et espère que leur paix perdurera avant de s'adresser à la princesse. Ririn écoute attentivement avec son petit oiseau Yann perché gentiment sur sa tête. Alors que la conversation se poursuit, Ririn pose des questions sur le chat, mentionnant spécifiquement le nom de Joy. Gray répond qu'il ne voit plus de Joy, et demande pourquoi elle pose la question, tandis que Victory se tient à ses côtés. Gray explique qu'un chat blessé ressemblant à Joy est apparu dans leur jardin il y a quelques jours, et qu'une personne nommée Asha l'a guéri. Maintenant, le chat dort dans leur chambre, ce qui intrigue Ririn. Battant frénétiquement des ailes, Yann pousse soudainement un cri aigu, ce qui incite Ririn à lui dire de se calmer. L'oiseau agite et pique la joue de Ririn, la faisant grogner d'agacement tandis qu'il continue de crier. Yann atterrit avec force sur une surface en bois, poussant toujours un cri aigu. Ririn tient l'oiseau qui se débat et lui offre de la nourriture, mais il semble entouré d'une aura sombre alors qu'il lui mord le doigt. Gray réprimande gentiment Victory pour vouloir caresser le chat, lui rappelant de considérer les sentiments de la princesse sous le regard de Ririn. Les trois enfants sont assis ensemble sur une couverture, Gray et Victory regardant vers Ririn. Ririn lève les yeux avec une expression douce et touchée sur son visage. Gray la regarde en retour, son expression remplie d'une émotion sincère. Submergée par la joie, Victory lève le poing en l'air et pousse un joyeux cri. Victory invite avec enthousiasme la princesse chez elle pour la nuit, mais Ririn décline gentiment, disant qu'elle ne pense pas pouvoir.